14h30 à Paris, l'info se poursuit dans ce Paris Direct. Place tout de suite à votre rendez-vous. C'est derrière l'image. On prend le temps de décrypter l'info à partir de photos qui font sens. Accueille aujourd'hui Romain Phillips. Bonjour, et Charlotte Boitteau de la rédaction d'Info Migrants. Vous êtes là parce que la rédaction a réalisé cette semaine une série de reportages sur les 10 ans du pic migratoire qui a secoué l'Europe. C'était en 2015, on s'en souvient. Et pour cela, vous nous ramenez un cliché. On va le voir peut-être à l'écran. Une photo de la gare de Keleti à Budapest. C'était en septembre 2015. Racontez-moi pourquoi cette photo est si importante et pourquoi vous l'avez choisie aujourd'hui, Romain. Alors, comme vous l'avez dit, la photo elle a été prise le 1er septembre 2015. Elle représente donc la gare de Keleti, l'une des plus grandes de Budapest, qui a été en fait transformée en un camp de migrants du jour au lendemain. C'est arrivé lorsque les autorités hongroises, en fait, vu que les trains étaient pris d'assaut par des milliers d'exilés qui voulaient rejoindre les pays d'Europe de l'Ouest, et du coup, ils ont décidé de fermer cette gare. Et comme vous pouvez le voir sur l'image, donc que ce soit sur le parvis ou alors dans les souterrains, en fait, il y a du monde partout. Il y a des hommes, des femmes, des enfants, et tous dormaient à même le sol en plein centre-ville de la capitale. Et pour raconter cette époque, vous êtes allé aussi à Lesbos, Lampedusa, Idomeni, Munich. Ce sont des mots évidemment qui nous évoquent beaucoup de choses. Pourquoi ces villes précisément, Charlotte ? Vous l'avez dit, ce sont des lieux emblématiques de cette période d'afflux migratoire. On va peut-être voir la carte s'afficher à l'écran. Ce sont vraiment des endroits qui sont disséminés un peu partout en Europe. Lesbos, voilà, on va le voir. Lesbos, comme vous le savez, qui est la porte d'entrée des migrants, tout à l'est de l'Europe. Et je rappelle qu'en 2015, 800 000 personnes étaient arrivés en Grèce, principalement des Syriens qui fuyaient la guerre, et que sur ces 800 000 personnes, 400 000 personnes ont débarqué sur l'île de Lesbos en face de la Turquie. On a une équipe aussi qui est partie à Lampedusa. Lampedusa, on connaît bien, c'est aussi une autre porte d'entrée, la deuxième porte d'entrée très connue en Europe. C'est une porte d'entrée qui se trouve donc tout au sud de l'Europe, là, cette route italienne, et c'est une route italienne qui est principalement empruntée par des migrants, cette fois-ci plus d'Afrique du Nord et d'Afrique subsaharienne. Une équipe aussi a fait le choix, qui est une autre évidence, d'aller à la gare de Munich. Romain parlait de la gare de Keleti. La gare de Munich est aussi un lieu très important en 2015, puisque c'est un peu un carrefour migratoire, j'ai envie de dire, comme toute l'Allemagne. L'Allemagne est le lieu emblématique de 2015, c'est le pays d'accueil des migrants. On a fait aussi le choix d'aller à Idomeni, c'est le dernier lieu. Idomeni, c'est un peu différent par rapport aux autres lieux dont nous parlons, parce que c'est un tout petit village, c'est un village grec qui se situe à la frontière entre la Macédoine du Nord et la Grèce, du coup. Et c'est je ne sais pas si vous vous rappelez, mais en 2015, les médias du monde entier se sont pressés dans ce tout petit village, puisque 13 000 personnes s'y étaient retrouvées entassées, bloquées dans des conditions absolument épouvantables, bloquées parce que la Macédoine du Nord avait décidé de fermer sa frontière. On s'en souvient effectivement, on était en direct à chaque fois avec ces tentatives de traverser ces barrages. On a l'habitude de vous recevoir sur ce plateau pour nous parler de reportages liés à l'actualité migratoire ou qui donnent la parole aux exilés. Là, c'est tout autre chose. Vous avez documenté un phénomène qui s'est passé il y a 10 ans. Oui, un phénomène qui a profondément changé l'Europe. En fait, c'est vrai, on a un peu travaillé différemment sur cette série. On est allé quand même à la rencontre d'exilés, d'ONG, mais on a surtout voulu donner la parole à la société civile, en fait, à tous ces hommes, toutes ces femmes qui ont été en première ligne face à cet afflux inédit de migrants. On a voulu donner la parole à des monsieur et madame tout le monde, en fait, des agriculteurs, des pêcheurs, des commerçants. On a voulu savoir concrètement comment ils avaient vécu, eux, dans leur quotidien, cet afflux de migrants. Enfin, je me rappelle de l'équipe qui est partie en Grèce, qui m'a quand même raconté que des témoignages très forts de personnes, par exemple, qui étaient assis dans leur salon et qui disaient qu'ils voyaient passer par leurs fenêtres des cortèges d'enfants trempés qui venaient de débarquer sur l'île de Lesbos. On a affiché derrière vous, pardon, mais voilà, qui est évocateur. Voilà, ces hommes, ces familles, ces femmes, ces enfants, ça c'était pris à la mer Égée, c'est un naufrage assez dramatique. Et voilà, et donc on a des témoignages très forts donc de cet homme qui nous a dit, moi j'étais assis dans mon salon et je voyais passer des hordes d'enfants devant ma fenêtre, ils étaient trempés, ils venaient de débarquer. Et je voudrais qu'on écoute le témoignage aussi d'un autre habitant, Nikos, qui lui aussi est à Lesbos et qui, vous allez voir, avec une très forte émotion, se rappelle de ses arrivées complètement chaotiques sur son île. Je vous propose de l'écouter maintenant. Πιο δυσάρεστες στα ναυάγια, άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους, η φωνή του ψαρά από τη Σικαμιά που σε ένα ναυάγιο φώναζε να σώσουμε τα παιδάκια.
Αυτό ήταν πάρα πολύ συγκινητικό. Alors ce genre de témoignage très fort, on en a entendu durant tous nos reportages. La population européenne, elle a été vraiment très marquée par cette période. En même temps, il faut s'imaginer un peu la situation à l'époque. Du jour au lendemain, les gens ils se sont retrouvés face à des dizaines de milliers de personnes qui fuyaient leur pays, qui fuyaient la guerre. C'était des personnes qui étaient dans une situation désespérée, qui étaient épuisées, affamées aussi par des semaines entières passées sur la route. À Budapest, moi par exemple, les bénévoles de 2015 que j'ai rencontrés, ils sont toujours extrêmement marqués par l'exode de cette année-là. On a rencontré Susanna, par exemple. C'est une professeure qui a aidé en 2015. Et 10 ans après, c'est toujours presque en fait avec les larmes aux yeux qu'elle raconte ce qu'elle a vécu à ce moment-là. Elle parle d'une situation chaotique, d'un moment impossible à oublier. Elle nous a raconté aussi n'avoir jamais vu autant de détresse, qu'être presque traumatisée en fait par ce qu'elle avait vu là-bas en 2015. Elle disait qu'elle était marquée à vie aussi par les rencontres qu'elle avait faites. J'ai rencontré aussi une travailleuse sociale qui m'a dit même avoir eu honte d'être hongroise à ce moment-là. Durant l'interview, en fait, elle n'arrêtait pas de se demander mais comment est-ce qu'on a pu laisser ça arriver, comment on a pu laisser ces gens comme ça, quoi. Est-ce que 2015, c'est aussi ça, on s'en souvient très bien, c'est synonyme de cet exceptionnel élan de solidarité? Oui, vous avez entendu Nikos, du coup, l'habitant de Lesbos, il y a quelques instants. C'est loin d'être un cas isolé. Face à ce flux massif de migrants, partout en Europe, en fait, des milliers de personnes se sont mobilisées pour apporter leur aide. Il y a aussi les commerces qui ont partagé leurs stocks ou leurs locaux, les restaurants, leurs cuisines. Il y a même des bénévoles, en fait, qui venaient des pays voisins pour apporter leur aide dans les lieux touchés par le pic migratoire. Ouais, et Romain parlait beaucoup donc de cette aide et du traumatisme de certains bénévoles comme Susanna. C'est un peu ce qu'on a ressenti aussi l'équipe qui est partie à Lampedusa et moi-même à Idomeni en Grèce. En fait, ce qui est vraiment marquant, c'est le traumatisme. 10 ans après, faut bien comprendre qu'à Idomeni, on est dans un village loin de tout. La première ville est à 1 heure de route et on est dans un village qui, à l'hiver 2015, va voir affluer donc plus de 10 000 personnes avec des femmes, des enfants, des bébés qui dormaient à même la terre. Il n'y avait pas de tente pour tout le monde. On parle de bébés qui dormaient dans la boue où rien n'était organisé. En fait, où même les forces locales d'Idomeni, de Grèce, étaient complètement dépassées par la situation. Je me rappelle d'un témoignage très fort d'une policière d'Idomeni qui n'a pas voulu parler à visage découvert, mais qui m'a dit, mais est-ce que vous imaginez, je la cite, moi je n'étais pas préparée à ça, je n'étais pas préparée à m'opposer à des enfants de 10 ans, je n'ai jamais été entraînée pour ça. Vous pouvez pas savoir ce que c'était, vous n'étiez pas là. Les migrants arrivaient de partout en Grèce et ils atterrissaient ici, dans ce petit village. J'étais avec mon casque, avec mon bouclier, face à des mères de famille. Et puis après, je devais rentrer chez moi. Et en fait, je ne dormais pas. Je faisais des cauchemars. C'est exactement ce genre de témoignage qu'on a retrouvé dans tous les épisodes de la série. À Lampedusa, l'équipe qui était à Lampedusa a rencontré des personnes qui ne dorment plus depuis cette époque-là, notamment un ancien médecin qui, lui, ne s'est jamais remis, en fait, de devoir récupérer, ça c'est terrible, les corps d'enfants noyés en mer Méditerranée, devoir les sortir de l'eau pour pouvoir les autopsier. Il s'appelle Pietro. Je vous propose de l'écouter. Son témoignage est très fort. Attention, c'est très fort. Che dovevo cominciare a fare le ispezioni cadaveriche, ho pregato il Signore, almeno nel primo sacco non mi fare trovare un bambino. E invece era un bambino piccolo, che non posso dimenticare mai più, che aveva un pantaloncino rosso, sembrava vivo, ed è il mio incubo, sai? Tutte le notti viene, perché mi rimproveri che non l'ho salvato. Voilà, je vous rappelle à la lumière de ce témoignage qu'en 2015, il y a eu plus de 3700 morts noyés en mer Méditerranée et qu'à cette époque, c'était du jamais vu. Voilà, des témoignages qui restent encore très forts, on vient de l'entendre. Est-ce que cette émotion a eu un impact, une influence quelconque sur les politiques mises en place en Europe? Oui, tout à fait. Moi, en Hongrie, j'ai pu constater que la politique migratoire, elle a été extrêmement durcie ces 10 dernières années. Le droit d'asile, par exemple, n'existe presque plus. Aujourd'hui, c'est devenu impossible de déposer une demande d'asile sur le territoire hongrois. Il faut obligatoirement se rendre soit à Belgrade, soit à Kiev. Et ça a eu un véritable impact sur les conditions d'accueil, puisqu'en 2024, c'est 29 demandes d'asile qui ont été enregistrées dans le pays. Et sur ces 29 dossiers, un tiers ont été rejetés. La Hongrie, elle a d'ailleurs été condamnée par la justice européenne à une amende de 200 millions d'euros pour cette loi. Et il faut savoir aussi que c'est justement ce pic migratoire de 2015, en fait, qui a été un tremplin pour la mise en place de
cet arsenal législatif, puisque depuis 10 ans, en fait, en parlant de 2015, il y a de nombreux gouvernements, comme celui de Viktor Orban, le Premier ministre hongrois, qui évoquent une crise en fait, à laquelle il faut mettre fin. Je vous entends tous les deux, vous avez une rhétorique quand même bien choisie. Vous parlez de pics, d'afflux migratoires depuis le début de cette chronique. Jamais de crise migratoire, c'est voulu ? Oui, c'est vrai. On a fait le choix de ne pas parler de crise. C'est un choix sémantique qu'on a fait à la lumière des conclusions des chercheurs qui sont spécialistes sur ce sujet. Il faut le savoir, dans le domaine de la recherche, un vrai consensus autour du rejet du terme crise migratoire. Les chercheurs préfèrent parler soit de crise de fonctionnement de l'Union européenne ou carrément de crise humanitaire quand on évoque le sort des réfugiés en Europe. Et notamment, on a contacté Mathieu Tardis, qui est un chercheur reconnu, qui travaille sur les migrations internationales et qui nous a bien réexpliqué en fait un argument un peu massu. Il a dit en 2022, au début de la guerre en Ukraine et au fur et à mesure, il y a eu au total 4 millions d'Ukrainiens qui ont fui leur pays pour aller dans les pays voisins. On n'a jamais parlé de crise migratoire, alors que 4 millions d'Ukrainiens, c'est 4 fois plus que le million de personnes qui est entré sur tout le continent européen en 2015. C'est pour ça qu'on a fait le choix de parler de pic migratoire et d'afflux migratoire. Le choix des mots, toujours qui compte. Vous parliez de la Hongrie à l'instant, Romain. C'est pareil dans tous les autres pays où vous avez été, la politique migratoire, elle s'est durcie ? Oui, de manière générale, on a constaté que ces 10 dernières années, dans tous les pays où on est allé, l'Europe, elle s'est fortifiée, même barricadée. Maintenant, il y a des barrières de barbelés à quasiment toutes les frontières extérieures de l'Union européenne. Les frontières, elles ont même en fait été militarisées. Et aux murs de barbelés, en fait, se sont ajoutés aussi des murs législatifs. J'ai évoqué un peu plus tôt la Hongrie, mais c'est aussi pareil en Grèce ou en Italie. En Grèce, les exilés, ils sont enfermés dans des centres le temps que leur demande d'asile soit traitée. Et régulièrement, le gouvernement serre à nouveau la vis. Par exemple, ils ont les autorités grecques ont suspendu les demandes d'asile des personnes qui venaient d'arriver en bateau depuis l'Afrique du Nord. La Grèce, elle a aussi été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme pour des refoulements illégaux. Et en Italie aussi, la situation depuis 2015, elle a bien changé. Alors, elle est certes mieux organisée, mais la migration, elle a été invisibilisée. C'est ce qu'a constaté notre équipe sur place. Les exilés, ils sont envoyés dans le hotspot de l'île dès leur arrivée au port de Lampedusa et ils sont transférés sur le continent très rapidement. Donc, pour résumer, aujourd'hui, la logique européenne, 10 ans après ce pic migratoire, c'est vraiment de repousser et de cacher l'immigration. Voilà. Et comme le dit Romain, en fait, la logique, c'est que chaque État, pour l'instant, à l'heure où on parle, agit un peu en ordre dispersé. Chaque État décide de sa politique migratoire et l'Union européenne, évidemment, essaye depuis des années de reprendre un peu le contrôle sur cette thématique. En fait, elle essaye d'harmoniser cette politique migratoire. C'est désormais chose faite, si on peut dire, avec le fameux pacte asile et migration qui a été adopté en 2024 et qui va être mis en application l'année prochaine. C'est un pacte qui, selon ses défenseurs, devrait à la fois offrir un socle de solidarité pour venir en aide à tous les migrants qui entrent et à la fois un pacte qui promet de protéger, de renforcer les frontières extérieures pour empêcher de nouveaux flux migratoires vers le vieux continent. Bon, on verra. Est-ce que ce pacte asile sera suivi d'effet ? Est-ce qu'il fonctionnera ? Ça, l'avenir nous le dira. Merci beaucoup Charlotte et Romain, merci pour ce passage derrière l'image. J'ajoute que votre série est à retrouver sur Info Migrants et évidemment sur TikTok. Merci à tous les deux. Restez